Mon invité culture du jour, c'est Jean Desportes. Jean Desportes est auteur, journaliste et chroniqueur TV, des études de management, d'information et de communication avant une carrière de créatif dans la publicité. Il lance le magazine Sloft et publie son premier roman Brest de Star en 2021. Il est sur le plateau de Bienvenue en Île-de-France pour son second roman, Le Vestiaire américain, aux éditions du Rocher. On va en parler ensemble longuement. Bienvenue Jean Desportes. Merci de m'accueillir, Victoire. On est ravis, merci beaucoup d'être avec nous. Alors votre héros, je commence tout de suite avec, on rentre tout de suite dans le roman. Votre héros s'appelle Paul et c'est en un mot un fils de bonne famille, de très bonne famille. Il coche absolument toutes les cases. Est-ce qu'il est symptomatique justement de ce milieu-là? Oui, du moins j'ai essayé de faire un personnage qui était vraiment inscrit dans son milieu et qui effectivement coche toutes les cases. Je dirais même qu'il a été programmé pour les cocher toutes. On lui en laisse pas trop le choix d'ailleurs. Et donc il démarre sa vie mais tout à fait corsetée par tout un système d'éducation qui va l'emmener jusqu'aux études supérieures et même ensuite dans sa vie professionnelle, sans qu'il ait eu le temps, je dirais, de souffler et même de réfléchir à... En fait, il n'a pas le temps d'y penser. Il n'a pas le temps d'y penser, puisqu'effectivement, dès qu'il est petit, ce sont les cours de piano, les cours de tennis, et puis plus tard, ce sont les activités culturelles, les activités sociales avec les rallyes, etc. À côté de ça, tout un planning de vacances millimétrées, de summer camps l'été, et en même temps, ensuite, il y a les études qui viennent se rentrer dans la danse, et donc finalement, effectivement, il n'a pas le temps de souffler. C'est une configuration qui est quasi informatique quand on y réfléchit bien. Vous avez raison de dire une configuration quasi informatique parce que en fait, il est le fruit d'un programme, qui est le programme de ses parents, mais avant ça de ses grands-parents et avant ça, on peut remonter plusieurs générations et c'est toujours la même recette qu'on applique. Dans quel but ? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est celui de préserver la position des familles ? Préserver cette position dominante, finalement. Cette position, en tout cas aux manettes d'une partie de la société française, et là sous le prisme économique, je dirais. Mais effectivement, on produit une sorte de caste qui est là pour tenir les manettes, mais qui est toujours programmée un petit peu de la même façon. Et moi, ma question aussi dans ce livre, c'est de me demander si, alors que la société évolue vraiment, que le monde est de plus en plus, je dirais, multiple, est-ce que le fait de reproduire toujours un petit peu la même recette, est-ce que ça ne crée pas une sorte de hiatus entre la réalité du monde qui doit être managé, entre guillemets, puisqu'on parle de manager, et finalement ces managers qui sont un peu en décalage finalement. Je crois de plus en plus. Et par rapport notamment, je dirais, à des enjeux qui sont des enjeux d'écologie, effectivement. Oui, quelle est la place en fait de ces nouveaux thèmes dans cette configuration prédéfinie? Elle est très faible. Elle est très faible. Je crois qu'elle est très faible. Il y a beaucoup de déclarations d'intention pour dire que ce sont des thèmes importants. Mais effectivement, quand on regarde ce qui se passe dans ces écoles, notamment là je parle des écoles de commerce, ce sont des enjeux qui restent encore un petit peu accessoires. C'est une petite surface. C'est une petite surface. Or, je crois que ce sont des enjeux qui vont bouleverser le monde actuel, et notamment l'économie, et qu'il serait temps aujourd'hui que nos futurs managers en soient conscients. Exactement, je crois. Est-ce que, quand vous décrivez cette caste, vous vous doutez un petit peu de ma question, vous pensez à vous, à votre éducation? Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans ce roman? Alors, je dirais moins qu'une part d'autobiographie, je dirais une part d'observation. Puisque, effectivement, moi, je suis un peu passé par ce creuset-là. Et j'ai fait, je pense, un pas de côté pour des raisons personnelles, parce que j'ai peut-être pas l'impression de correspondre complètement à ce moule et à cet avenir qu'on me donnait. Et donc, ça m'a amené, je crois, à prendre un tout petit peu de distance et justement à le regarder en essayant de me demander mais qu'est-ce qu'on essaie de me faire à moi et à ma génération, dans quel but, pourquoi Alors vous, à la grande différence de Paul, c'est que vous vous posez des questions, puisque lui, il s'en pose relativement peu, en tout cas au début, en tout cas dans son éducation. Et vous décrivez cette fabrique à élite, une éducation millimétrée, codifiée, avec des grands moments attendus. Vous en avez cité quelques-uns, et notamment la classe prépa ou encore la sacro-sainte grande école. Oui. Est-ce que c'est une caricature ou est-ce que c'est encore une réalité? Moi, j'ai mon petit avis sur la question, mais je vous la pose.
je crois qu'en fait, c'est encore une réalité. C'est-à-dire qu'à nouveau, on a beaucoup de discours d'intention où on va dire « Non, mais attendez, il n'y a plus de week-end d'intégration. Non, mais attendez, les soirées un petit peu décadentes, c'est fini, etc. » Et en même temps, il y a des, comme toujours, mais c'est la force, je dirais, de la tradition, c'est-à-dire que... Ça reste ancré. Ça reste très ancré. Et pour que ça change, pour que les choses évoluent, c'est ça aussi qui est un peu désespérant, c'est-à-dire qu'il faut souvent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc voilà, je crois que ça n'a pas trop changé. Je switch sur la maman de Paul, la mère de Paul, cette femme qui s'oublie assez finalement au profit de la réussite sociale et des apparences, de l'éducation aussi qu'elle va donner à ses enfants. Elle parle quand même parfois d'elle, notamment au début du roman, notamment quand elle explique la mise en œuvre de la courbe du deuil en entreprise. Alors ça, j'ai trouvé ça fantastique, ça m'a fait beaucoup sourire. Qu'est-ce que c'est que cette courbe du deuil en entreprise ? Alors la courbe du deuil, alors c'est sûr que ça peut être un peu terrifiant, mais c'est une invention, une transposition des cabinets de conseil qui se sont emparés d'un schéma psychologique qui est celui qui est utilisé par les psychologues pour décrire ce qui se passe quand on est confronté à un deuil personnel donc ou à une épreuve très forte. Par exemple, l'annonce d'une maladie incurable. Et donc, d'abord, on va être en état de choc, puis ensuite, on va tout faire pour lutter on n'accepte pas. On n'accepte pas, voilà, on essaie de renverser la table, et puis finalement, on se rend compte que c'est vain, et donc on va finalement accepter les choses, passer dans une phase de dépression, et après une phase d'acceptation. Et en gros, cette courbe du deuil, elle est transposée en entreprise pour les licenciements, pour faire partir des salariés dont on ne veut plus, en évitant des procédures souvent très coûteuses avec du droit social. Donc on crée des systèmes un petit peu pervers pour que les gens partent d'eux-mêmes aussi. Donc, par exemple, finalement, on fait une mutation forcée où un manager, il se retrouve subordonné, etc. Donc, il y a une sorte de choc. Et ça crée une anomie, un sentiment assez désagréable où on ne se sent plus à sa place et on a un peu envie de partir de nous-mêmes. C'est un peu ce qui arrive à Paul, finalement, dans son schéma professionnel, dans ce qui va se tramer. Ensuite, on y reviendra, bien sûr, mais... Tout à fait. Effectivement, il est exactement victime de ça. Donc, mais c'était une sorte de parallèle, c'est-à-dire que donc sa mère, qui est psychologue en entreprise, doit appliquer la courbe du deuil pour faire un plan social, pour faire pas un plan social, pour faire partir des gens en douceur entre guillemets dans son entreprise. Elle s'en ouvre à son fils, qui lui-même après dans sa propre entreprise va le subir parce que il va être placardisé et en gros on essaye de faire tomber l'arbre du fruit tout seul, on essaye de le faire partir et simplement voilà, à cause d'une sorte d'élan vital ou parce qu'il veut absolument rester, parce qu'il a conscience d'avoir bien fait son job, il va s'accrocher. Et là, c'est ce qui va aussi entraîner la suite de l'histoire. Et on y reviendra, bien sûr. Je reste sur ces mères parce qu'il y a une citation que j'ai beaucoup aimée. Les mères sont les meilleures attachées de presse de leurs enfants. J'ai adoré et le cynisme et la vérité de cette phrase. Et la raison d'être de ces femmes, est-ce que ça se résume finalement à être les ambassadrices de leur progéniture ? Oui, pour une part, puisqu'elles y ont consacré vraiment une partie de leur vie de femmes, d'adultes. Et là, je parle d'une petite population un petit peu spécifique qui sont vraiment les mères de famille, je dirais encore un petit peu à l'ancienne. Je pense que c'est un schéma qui disparaît un peu aujourd'hui ou maintenant, en fait, dans les couples, tout le monde travaille. Mais moi, j'ai aussi vécu ça, c'est-à-dire vraiment des mères de famille qui sont là pour éduquer leurs enfants et qui en ont généralement plusieurs. Et après, donc, leur ambition, c'est une ambition de maman et qui se compare à celle des autres. Et donc, c'est qui va mieux éduquer ses enfants, qui va mieux réussir en fait sa famille. Et donc, il y a une compétition un peu larvée entre plein de très bonnes familles. Et c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui donne l'énergie pour se dire non, ça suffit pas, il faut surpasser qui pousse les enfants. Exactement. Et on en fait presque des produits de compétition puisque les enfants doivent être meilleurs que ceux des autres familles. Et donc, tout ça, c'est matiné quand même d'un peu de bienveillance ou de fausse charité, où on va quand même être. Puis on souhaite le meilleur à ses enfants. Voilà. Et quand ça se passe mal dans la famille d'à côté, on est un petit peu apitoyé. Et en même temps, je crois qu'en coulisses, on s'en frotte les mains en se disant que les siens se débrouillent un peu mieux. Donc il y a ça aussi. Je parle aussi effectivement de cette compétition sociale terrible. Alors justement, Paul y suit, lui, ce chemin tracé, baccalauréat, admission en classe prépa. D'ailleurs, sa mère suit sur l'écran de l'ordinateur avec une avidité folle en se disant non mais il va être pris. Et puis la tant attendue réussite du concours de l'ESSEC. Vous décrivez avec une justesse magnifique les rituels de ces grandes écoles. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que j'en ai fait une, notamment ce premier jour. Et puis ce discours du doyen, du directeur de l'école, qui est le même en fait dans toutes les écoles finalement. Vous êtes l'élite, vous représentez ça, donc c'était très amusant. Les associations étudiantes et puis le week-end d'intégration. Vous êtes assez dur avec les femmes. Il y a une citation qui va s'afficher justement sur le week-end d'intégration, je crois. Et
Au final, beaucoup rentrèrent à toucher ou violer, ne sachant se dépêtrer d'une vague impression de souillure, surnageant des quantités d'alcool dans lesquelles leur conscience s'était noyée. Oui, c'est dur, c'est cruel, mais je crois que c'est aussi un peu vrai. C'est-à-dire que c'est dur d'être une femme, notamment dans l'univers encore assez masculin, je dirais, des grandes écoles. Voilà, notamment, beaucoup de présidents d'associations sont souvent des garçons, etc. Et on assigne aux femmes des positions qui sont pas évidentes à tenir. Voilà. Et notamment parce qu'on est aussi de ce moment où on découvre vraiment la sexualité. Et donc, les femmes sont souvent très sexualisées et ça fait partie des rites initiatiques masculins de considérer aussi leurs camarades sous ce prisme-là. Et donc oui, le week-end d'intégration, parce qu'effectivement, en plus tout ça est sponsorisé par beaucoup d'alcooliers qui se disent qu'ils vont gagner des consommateurs pour très longtemps. Donc il y a beaucoup d'abus et donc voilà. Derrière, on peut imaginer. Voilà, un petit peu, c'est sorti dans quelques études, mais qui sont très documentées. Et donc ça m'intéressait aussi de mettre cette dimension-là dans ces écoles qui sont à nouveau des temples du corporate, du lisse, c'est-à-dire que voilà, tout est fait pour que rien ne dépasse et on crée des parfaits managers. Et en même temps, il y a une réalité qui est derrière ça, derrière les façades très lisses, qui est voilà, cette compétition entre les étudiants, cette découverte de pulsions voilà, qu'on peut enfin expérimenter, etc. etc. Alors qu'avant, on était cadenassé. Parce qu'on a été un peu bridé, exactement, ce qui est certainement plus vrai dans ces milieux que dans d'autres. Oui, oui. Alors donc l'ESSEC, et puis naturellement un cabinet de conseil, cabinet d'audit. Il est recruté chez McKinsey. C'est le pendant de McKinsey. Alors, non, pas du tout. La récente actualité, évidemment, peut le faire penser. J'avais choisi ce nom de cabinet un peu avant. Voilà, mais c'est un passage obligé dans tous les cas. Oui, en tout cas, les cabinets, vous avez raison, ils font partie de ce que j'appelle les filières. C'est-à-dire que quand on est dans les grandes écoles, finalement, il y a peu de filières et on est tous destinés à nourrir ces filières. Donc, en école de commerce, il y a notamment donc, la filière financière, la filière marketing, la filière conseil et la filière audit. Et donc là, moi, j'ai choisi une filière qui était comptable, qui est celle de l'audit, puisque finalement, elle est un peu moins connue, mais elle est très, très intéressante, puisqu'on est au cœur vraiment des comptes des entreprises. Donc, on est vraiment dans les entrailles des entreprises. Et justement, Paul se retrouve en plein thriller économique, puisqu'il découvre une faille dans le dossier d'un gros client. Il fait extrêmement bien son métier, il est très consciencieux, il est brillant. Tout à fait, c'est un excellent élément. Il se rend compte de ça, et ça ne plaît pas à sa direction, et on lui fait comprendre, et c'est pour lui un vrai crève-cœur, puisqu'il n'est pas habitué à l'échec, encore moins quand il a raison. Exactement, et donc il s'entête, hein, c'est aussi une partie des caractères voilà, de ses profils, donc ils sont assez obstinés, et donc lui, il veut absolument faire remonter l'espèce d'erreur comptable, mais qui est un peu maquillée, qui a été faite à bon escient, et simplement, là, son entêtement commence à déranger, puisqu'effectivement, ça met à mal les affaires d'un gros client du cabinet. Or, ce n'est pas le moment que ça sorte, puisqu'il y a une sorte de reconduction d'un des dirigeants, et donc il faut que pour l'Assemblée générale, les comptes soient parfaits. Pour le mieux. Et donc, zéro anomalie. Et effectivement, à ce moment-là, lui, il va un peu trop loin, et donc sa hiérarchie va essayer de le sortir du dossier en se disant « mince, on a finalement affaire à une forte tête, et ce n'est pas du tout le moment ». Pour garder un maximum de suspense, je re-switch sur derrière cette violence professionnelle, ce thriller, il y a une histoire d'amour en filigrane, oui, qu'on dirait sortie d'un autre temps. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que vous êtes très précis justement sur la description des cabinets d'audit, de conseil. On sent la technicité et la compréhension de ces sujets de votre côté. Et derrière, donc on est dans cette hyper-modernité, hyper-modernité, et on revient sur cette histoire d'amour. Oui. Et d'ailleurs, je vous ai trouvé grinçant sur la difficulté que Paul avait pu avoir à trouver une femme à la hauteur. Je crois que c'est à la page 147. Alors, si vous me permettez, je la retrouve. Oui. Je l'ai. Aïe, c'est ce que j'ai dit. Ah non, mais grinçant, ça peut être un compliment. En tout cas, ça a attisé ma curiosité. Avant Charlotte, j'avais souffert des faiblesses ou des insuffisances des filles avec qui j'étais, mais en public seulement. Un manque de répartie ou de tact, l'inadineté d'un propos, un petit défaut dans l'attitude, un rire trop fort. En fait, c'est tous ces moments où ces jeunes femmes sont trop, pas assez, en fait, elles sont scrutées. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que du côté des femmes. En fait, les hommes dans ces milieux doivent choisir une femme qui, en public, sera la meilleure version de ce qu'ils peuvent espérer avoir à côté d'eux. Et donc, c'est vraiment difficile de trouver l'amour.
Oui, c'est dur, et effectivement, mais tout est extrêmement codifié. Vous parliez des rituels tout à l'heure, c'est un livre sur les rituels, c'est-à-dire à tout endroit finalement d'une vie, en fait, on est soumis à des rituels, donc dans la sphère professionnelle, la sphère familiale, etc. Et là, effectivement, les femmes sont à nouveau le sujet de beaucoup de critères, et là, vous parlez de la difficulté de Paul à choisir une copine. Effectivement, les femmes sont mises sur un piédestal. Je parle aussi, j'évoque les rallyes, mais les rallyes, c'est quand même ça. C'est-à-dire que ce sont les femmes ce sont les filles qui organisent ces soirées. C'est une façon pour elles d'être sur un piédestal, d'être mises en valeur, en représentation, et donc d'être entre guillemets sur l'étagère, et en espérant que quelqu'un s'intéressera à elles. Enfin, je caricature, mais il y a de ça. Mais il y a du vrai, bien sûr. Ouais. Et donc, on en fait vraiment des produits de présentation. Et donc, Paul, effectivement, lui, il subit aussi en tant qu'homme plein d'injonctions. C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne femme qui va bien correspondre à son milieu. En fait, il ne se pose même pas la question pour lui. C'est ça qui est difficile. Il ne se pose même pas la question pour lui, il se pose la question pour son acceptation de lui ou de son futur couple, effectivement, dans la sphère sociale. Et c'est pour ça qu'à un moment, je ne sais plus si je l'ai gardé, mais à un moment, il se disait, mais je pourrais venir avec, je ne sais pas, une bimbo, etc. Mais je sais très bien qu'on me dirait que en fait, nul besoin aussi de conduire une Ferrari, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste à peu près lisse, de bon ton. Et donc, finalement, il choisit une relation sans trop de passion, mais avec quand même une infinie tendresse. Oui. Ce modèle familial, donc, cette relation amoureuse également. Et puis... Effectivement, là, je ne voulais pas du tout faire une histoire d'amour cynique, parce qu'on aurait pu faire quelque chose c'est pas le cas. Vraiment avec juste des intérêts partagés. C'est pas caricatural, justement. Non, et là, je voulais remettre un petit peu de romantisme, puisque, quand même, il est d'une éducation classique, où on a aussi le goût des belles lettres, etc. Et donc, il est un peu romantique. Et donc, il va trouver une fille qui est... à mon avis, parfaite. Simplement, elle a un petit handicap dans sa vie, c'est qu'à ce moment-là, elle est malade. Et à nouveau, ça lui pose problème, puisque du coup, il se dit... Il ne sait plus trop se positionner. Ouais, exactement. Alors, c'est un roman qu'on peut qualifier de thriller économico-social que je vous invite grandement à découvrir. Je vous le remonte. Jean Desportes, Le Vestiaire américain. C'était une très belle fresque, une très belle fresque de la Fabrique à élite. Ça m'a beaucoup plu. Merci. Donc, je vous invite à le regarder, à le lire, à le feuilleter, puisqu'il est très agréable. Non, mais c'est vrai. J'ai écouté une interview à la radio qui disait qu'il était très agréable à prendre en main, et c'est vrai. Merci beaucoup, Jean Desportes. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce roman, Le Vestiaire américain, aux éditions du Rocher. C'était passionnant.